Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Ne nous sentons-nous pas tous spéciales parfois? J'ai grandi dans une maison d'orphelins. Je n'essaie pas de prétendre qu'il y avait quoi que ce soit de spécial à ce sujet, mais j'ai grandi avec cette voix lancinante dans ma tête qui me disait à quel point j'étais spéciale et que ma vie finirait par basculer du jour à la nuit. Il s'est avéré que je n'étais pas en train de délirer ou quoi que ce soit. Ce qui m'est arrivé est le rêve de tout enfant placé en famille d'accueil. Si seulement je savais ce que l'avenir me réservait. Ma mère, mon père et ma sœur jumelle se sont suicidés en 1992. J'ai été sauvée par ma famille élargie pour être abandonnée plus tard. J'ai été reniée non pas parce que deux des familles les plus riches de la ville ne pouvaient pas m'élever, mais parce que j'étais une malédiction pour leur réputation. Mon père et ma mère n'étaient pas mariés, et cela leur a apporté tant de honte qu'ils se sont suicidés. Quelques mois plus tard, un beau jour, je me suis réveillée dans un foyer pour enfants. Je suis maintenant orpheline. Je n'ai absolument aucun souvenir de mes parents, ni même de ma sœur jumelle. Mais je me souviens très bien de ma famille éloignée. Ils m'ont abandonnée quand j'avais 6 ans. Mon oncle est un homme d'affaires extrêmement riche. Il n'a jamais été vraiment méchant avec moi. En fait, il m'a placée dans ce qu'on peut appeler une maison de luxe. Bien qu'il ait promis de me rendre visite tous les week-ends, il ne l'a jamais fait. J'étais placée dans une chambre de taille moyenne avec 4 autres filles. Rosaline, Claire, Bella et moi, Rachel. Elles étaient toutes habillées de chemises de nuit propres, mais elles étaient toutes de la même couleur, vert pâle. Madame Milton, notre tutrice, m'a donné une robe similaire enfilée. J'avais l'impression d'être admise dans l'armée des enfants. Nos cheveux étaient toujours attachés en un chignon serré. Nous nous ressemblions toutes. Madame Milton n'était pas la personne la plus gentille que l'on puisse rencontrer, mais elle n'était pas méchante non plus. La maison était divisée en 2 sections, une pour les garçons et une pour les filles. Le seul moment où nous rencontrions les garçons était dans le bâtiment extérieur, qui était une sorte d'école. Nous suivions quelques cours chaque jour, et pour être honnête, nous avions de bons professeurs. Je m'asseyais toujours à côté d'un garçon qui s'appelait Nate. Je le trouvais super intelligent, et il m'aidait toujours à faire mes devoirs de maths, car les chiffres n'ont jamais vraiment été mon domaine de prédilection. Nous avons fini par devenir de bons amis. Chaque fois que je retournais dans la chambre, toutes les filles étaient trop occupées avec leurs jouets. Et elles étaient toutes déjà de bonnes amies. J'avais l'impression d'être une étrangère. Cependant, quelques mois plus tard, je suis devenue l'alpha du groupe. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas une histoire à la Oliver Twist. On se faisait tout le temps des farces. Et on riait bien. Je veux dire, qu'être dans une famille d'accueil n'est pas exactement des vacances, alors nous tirions le meilleur parti d'une mauvaise situation. Quand les filles s'endormaient le soir, je faisais semblant de dormir jusqu'à ce que Madame Milton se soit endormie elle aussi. Ensuite, je regardais par la minuscule fenêtre et je commençais à compter les étoiles une par une. J'en ai nommé une après mon père, une après ma mère, une après ma sœur et enfin une après Nate. Je restais debout toute la nuit, rêvant jusqu'à ce que je m'endorme. Madame Milton nous réveillait vers 6 heures du matin pour prendre le petit déjeuner et aller en classe. Cela a duré comme ça pendant des années et des années. Les jours se ressemblaient tous, sauf le week-end, qui n'était pas vraiment un week-end. Cela signifiait seulement que nous avions le droit de manger du dessert. J'ai toujours été une petite fille extrêmement curieuse. Et si Nate et moi sommes devenus si proches, c'est parce qu'il était curieux lui aussi. Nous n'avions aucune idée du monde extérieur. Nous avions tant de questions sans réponse, et parfois, nous inventions des réponses pour apprivoiser nos cerveaux. Les filles avaient des parents qui leur rendaient visite pendant le week-end, mais moi, je restais dans ma chambre. Parfois, je pleurais, et parfois je fermais les yeux en essayant d'imaginer à quoi ressemblait ma mère. Un jour, pendant le cours de sciences, Nate m'a demandé qui me rendait visite le week-end. Je n'ai jamais répondu. J'ai fait semblant de ne pas l'entendre. Mais dans un moment d'extrême confusion et de tristesse, j'ai écrit quelque chose sur un morceau de papier et je lui ai passé.
Il disait « Sortons d'ici ». Nous avions 12 ans à l'époque. Je ne me souciais pas du tout des conséquences. Tout ce qui m'importait, c'était de sortir d'ici et de découvrir ce qui se passait dans le monde extérieur. Je voulais retourner chez mon oncle, même s'il ne voulait pas de moi. Neta regardait le papier, l'a plié en deux, l'a avalé, et il m'a fait signe de tête. Je n'étais pas sûre de ce qu'il voulait dire par ce signe de tête. Jusqu'à ce que, à minuit, alors que je regardais les étoiles avec lesquelles je me suis liée d'amitié depuis des années, j'entendisse le glissement d'un papier sous la porte. Je me suis levée rapidement et le papier disait « Retrouve-moi à l'école dans 5 minutes ». J'ouvris lentement la porte et descendis en courant. Nate et moi sommes restés là, maladroits, ne sachant pas quoi faire. Nous avons commencé à discuter d'un plan de fugue. Mais sérieusement, que pouvaient faire 2 enfants pour s'échapper d'un énorme bâtiment entièrement gardé? Nous étions plus intelligents que vous ne le pensez. La semaine suivante, nous avons étudié tous les déplacements dans le bâtiment. Quand les gardes de sécurité changeaient d'équipe, quel professeur quittait la classe plus tôt. Nous avons même mémorisé les heures auxquelles Madame Milton devait aller aux toilettes. Nous avions un plan solide. À la fin de la semaine, le vendredi, nous avions cours d'histoire et le professeur partait toujours quelques minutes plus tôt. Au même moment, les agents de sécurité changeaient de poste et Madame Milton mettait 3 à 4 minutes pour descendre et nous raccompagner à nos chambres. C'était le moment. C'était le moment que j'attendais depuis le début. Nous avons passé le dos du garde et nous avons couru et couru comme si c'était la dernière fois. Après quelques pâtés de maison, nous étions à bout de souffle. Nous étions 2 enfants habillés exactement de la même façon, sans argent et sans endroit où aller. Mais nous ne pouvions pas nous arrêter, pas après avoir finalement réussi. Nous avons continué à marcher jusqu'à ce qu'il fasse nuit. J'ai regardé le ciel et je n'en croyais pas mes yeux. Le ciel avait des étoiles à l'un. Je m'appelle Ginny. Vous pouvez m'appeler la mauvaise fille si vous voulez. C'est comme ça que les enfants du quartier m'appelaient. J'ai une longue histoire à vous raconter. J'étais l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Ma mère est morte de maladie et mon père a été estropié dans un accident de voiture. Il ne pouvait pas marcher et devait utiliser un fauteuil roulant. Voir mes frères et sœurs souffrir de la faim et de la pauvreté était un spectacle constant à la maison. Mon père était déprimé. Nos voisins nous aidaient beaucoup, mais j'étais constamment inquiète de ce qui se passerait s'ils arrêtaient un jour. J'ai donc décidé de trouver un emploi. Je savais que ça ne serait pas facile, car je n'avais que 15 ans. Qui voudra embaucher une jeune de 15 ans? Malgré mon appréhension et mon manque de confiance, j'ai décidé de trouver un emploi. Je me suis rendue dans de nombreux endroits, des boutiques de vêtements, des magasins de fleurs, des épiceries. La réponse était toujours la même. Nous n'embauchons pas pour le moment. Un jour, me sentant déprimée, je me promenais sans but précis, quand, soudain, je me suis retrouvée près d'un hôpital. Sur une impulsion, j'y suis entrée. J'ai vu une infirmière, mais elle semblait trop morose pour parler. Alors j'ai regardé autour de moi et j'ai trouvé une autre infirmière qui semblait un peu plus gentille. Elle m'a remarqué et m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Je lui ai dit que je cherchais un emploi. N'importe quel emploi. Je serais même prête à passer la serpillière et à nettoyer. Elle a compati et m'a dit de ne pas m'inquiéter. Puis, elle est allée dans le bureau du directeur. J'étais inquiète. Étais-je dans le pétrin? 1 minute plus tard, elle m'a appelée pour rencontrer le directeur. Il avait l'air très gentil et il m'a demandé tranquillement mon nom. Je lui ai dit que c'était Ginny. Il m'a dit que Martha, la gentille infirmière qui m'aidait, lui avait dit que je cherchais n'importe quel emploi disponible. Il a dit qu'il avait un travail pour moi, mais qu'il craignait que cela ne pose problème. J'ai ressenti une pointe de peur et j'ai demandé quel était le problème. Il m'a répondu que je devais travailler de nuit. C'est tout? Je me suis sentie tellement soulagée, j'ai immédiatement accepté. Il a dit qu'il aimait mon enthousiasme et que je pouvais commencer demain. J'étais si heureuse. Je suis rentrée rapidement à la maison. J'ai embrassé mes frères et sœurs et j'ai embrassé la main de mon père. Je leur ai parlé de mon nouvel emploi. Mon père m'a regardé avec tristesse et m'a dit que j'étais trop jeune pour avoir à porter cette responsabilité. Je lui ai dit que ce n'était pas grave et que je pouvais y faire face. Quand je partais travailler à l'hôpital tous les soirs, il y avait une bande de jeunes qui traînaient toujours dans le quartier. J'espérais qu'ils ne me dérangeraient pas, mais mes espoirs étaient vains. Ils se moquaient de moi chaque fois que je passais près d'eux. Mais j'en ai jamais parlé à ma famille. J'ai commencé à travailler comme femme de ménage, mais grâce à mon assiduité et à mon intelligence, j'ai pu en apprendre un peu plus sur les soins infirmiers, ce qui m'a permis d'être promue. D'abord comme aide-soignante, puis comme infirmière.
Mes collègues m'ont beaucoup soutenu. Tout était presque parfait, à l'exception de la bande du quartier qui m'embêtait sans cesse et m'appelait Ginny la mauvaise fille. Je souhaitais qu'ils s'en aillent et qu'ils me laissent tranquille. Puis, un jour, un miracle s'est produit. Alors que je travaillais à l'hôpital, les brutes du quartier sont arrivés avec leur chef. Il était gravement blessé. Son corps entier était couvert de sang et il criait pour que quelqu'un vienne l'aider. Quand ils m'ont vu, ils m'ont supplié de le sauver. J'ai travaillé rapidement avec les autres membres du personnel. Son état était grave. Il avait été victime d'un terrible accident de moto. Le personnel et moi avons travaillé fébrilement pour stabiliser son état et le soigner. Après l'avoir stabilisé, j'étais épuisée. Soudain, quelqu'un s'est approché de moi. C'était le gang du quartier. Ils se sont excusés de s'être moqués de moi et m'ont demandé de les pardonner. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas que je travaillais dans un hôpital. J'ai souri et leur ai dit que tout allait bien et que je les considérais comme mes frères et sœurs. Une autre infirmière est allée les voir et leur a dit que leur amie allait bien maintenant. J'étais tellement heureuse que mon problème soit résolu. Ils m'ont appelée pour parler à leur chef. Il avait les larmes aux yeux et m'a dit qu'il était tellement désolé et m'a demandé de lui pardonner. Il était si sincère que j'étais émue. Je lui ai demandé gentiment de se taire et de se reposer. Alors que je m'éloignais, il m'interpella et me remercia à nouveau. Après cet incident, le directeur m'a convoqué et m'a félicité d'avoir sauvé la vie du patient ce jour-là. J'étais encore loin de réaliser mes rêves, mais j'avais une bonne longueur d'avance. La bande du quartier a commencé à m'appeler l'ange de la miséricorde. J'adore ma famille. J'adore nos réunions, nos plaisanteries, nos repas et tout le reste. Je ne peux pas imaginer ma vie sans eux. Mais un jour, j'ai failli tous les tuer. Non, je ne suis pas folle, je vous l'assure. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je m'appelle Ginger, j'ai 18 ans. Comme vous pouvez le voir, je porte un tablier. C'est parce que j'adore cuisiner. J'aime tout ce qui a trait à la cuisine. Mes moments les plus heureux sont ceux où je vois ma famille manger un repas ensemble. Je cuisine toujours pour eux. Ils aiment ça aussi. Et ils me soutiennent. Ils me laissent essayer différents plats de différents pays. J'aime écouter leurs opinions sur mes compétences culinaires. Je suis également accro aux émissions de cuisine. Un jour, ma cousine Charlotte est venue nous rendre visite avant Thanksgiving. Elle aime s'habiller tout en noir et aujourd'hui n'a pas fait exception. Pour une raison quelconque, elle m'avait appelé plus tôt et m'avait demandé si j'avais déjà entendu parler de la malédiction du jour de Thanksgiving. J'ai répondu non, bien sûr. Alors elle m'a dit que la malédiction s'appliquait aux grandes familles qui mangeaient un grand repas ensemble à Thanksgiving. La malédiction était le résultat d'un esprit maléfique nommé Vicky, qui possédait le corps du cuisinier dans une certaine famille et empoisonnait toute la famille. Elle a dit que Vicky était une femme au foyer qui était une excellente cuisinière et qui aimait sa famille. Et pourtant, elle les a tous empoisonnés pendant le repas de Thanksgiving. Elle les a regardés mourir un par un. Puis elle s'est suicidée en apothéose. Au début, j'ai pensé que Charlotte plaisantait et essayait de me faire peur. Et je lui ai dit que c'était absurde, juste un récit de grand-mère. Mais elle a dit que toutes les légendes étaient fondées généralement sur des faits. Je me suis arrêtée une seconde. C'était vrai, ai-je pensé. Je suis allée dans ma chambre et j'ai cherché sur Internet. J'ai trouvé les mêmes informations sur la malédiction qu'elle m'avait transmises, ce qui m'a effrayée encore plus. Et Vicky était exactement comme moi, ou était-ce le contraire? Je me suis retenue de creuser la question. Je devais me concentrer sur la préparation du repas. Le jour de Thanksgiving, mon père a fait quelques courses, parmi lesquelles il y avait une bouteille d'un liquide blanc, que j'ai supposé être du lait, bien que cela sentait bizarre, mais je pensais que j'imaginais des choses. Ma tante appela pour dire qu'elle arriverait quelques minutes plus tard. Alors j'ai dû me dépêcher pour terminer le repas rapidement. Ma touche finale était le dessert. Ce serait un bonbon à la citrouille. Je le préparai en utilisant le lait que papa avait ramené à la maison. Après que tout le monde soit arrivé, je servis le dîner, et nous nous assîmes tous et priâmes avant le repas. Puis tout le monde commença à manger. Les choses se passaient bien. Tout le monde discutait joyeusement et me complimentait sur la nourriture. J'étais ravie, mais je n'arrivais pas à me défaire de cette impression que quelque chose n'allait pas. J'ai regardé Charlotte, mais elle s'est contentée de sourire pour me soutenir. Soudain, une à une, les personnes autour de la table ont commencé à se serrer le ventre et à gémir de douleur. La dernière chose avant que je perde connaissance a été mon frère appelant l'ambulance. Lorsque je me suis réveillée plus tard, j'étais allongée dans un lit d'hôpital aux côtés de tous les membres de ma famille, qui étaient également allongés dans les lits d'hôpital. Le médecin est entré et a annoncé avec joie que nous allions tous nous en sortir. Puis, il m'a regardé, m'a fait un clin d'œil et m'a dit « La prochaine fois, jeune fille, je vous suggère de ne pas utiliser de la peinture blanche dans votre cuisine. » Et c'est ainsi que j'ai presque tué ma famille aimante.